Nous avons commencé la semaine dernière à parcourir cet ouvrage étonnant de Bernanos, La France contre les robots. Ce texte est une réflexion sur la civilisation contemporaine qui se construit sur le profit et la technique. C'est donc un texte pour nous d'actualité, un texte qui nous permet aussi de discerner ce qui va et ce qui ne va pas dans notre civilisation d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons abordé la question de la transmission des valeurs et nous avons réfléchi sur la notion de culture. En écoutant celles et ceux qui sont chargés aujourd'hui de l'éducation, j'ai compris les bouleversements que l'éducation nationale a connus. Il est difficile de parler maintenant du passé. Pourtant, comme l'écrit Alain Finkielkraut, oublier ou excommunier notre passé, ce n'est pas ouvrir à la dimension de l'avenir. C'est nous soumettre sans résistance à la force des choses. Si rien ne se perpétue, aucun commencement n'est possible. Eh bien, j'ose vous faire cette confidence. J'ai aimé les cours de français que j'ai reçus dans un grand collège de Neuilly, ces cours qui m'ont formé, et lorsque je suis devenu professeur, j'ai pu dispenser ainsi, en présence d'œuvres d'art. C'est soit dans un musée, à ce moment-là, on allait, c'était plus facile, on allait au Louvre avec ses élèves et on passait du temps devant une toile, soit en représentation dans la salle de cours. Et j'ai expliqué à l'école de mes maîtres, j'ai expliqué par exemple Phèdre de Racine, à partir du thème du poème de la mer et du soleil, ce qui m'a permis de faire le lien avec Claude Le Lorrain, qui fut un maître dans l'art du contre-jour et qui a montré par son génie comment le soleil fait valoir la mer. Et loin du classicisme, ce peintre jouit de la lumière et a un aspect baroque. On pourrait également faire le lien entre Jean de La Fontaine et Nicolas Poussin, qui intègre ces personnages dans ses paysages. On pourrait évoquer ici Jean de La Bruyère, comment faire appel au frère Lenain, qui aimait peindre la condition paysanne. On ne peut pas comprendre Diderot si on n'a pas sous les yeux les ruines d'Hubert Robert. Encore moins son côté populaire, sans les natures mortes de Chardin. De même, Jean-Jacques Rousseau peut être éclairé par l'art de l'autoportrait, chez Rembrandt, Van Gogh, Cézanne ou Gauguin. J'arrête là, n'ayez crainte. Ma litanie classique, mais qui vous révèle aussi quelques auteurs qui m'ont formé. Mais c'est vrai que j'entends déjà la réaction de certains. À quoi cela va-t-il servir? Voilà. À rien. C'est gratuit. Mais je réponds quand même que la culture ne peut pas se situer au niveau du rendement, mais bien plutôt à celui de l'être et à son épanouissement. Nous avons besoin justement de cet épanouissement de l'être. Mais on nous forme pour l'avoir. Il faut avoir. La culture nous apprend à être. Renan aimait rappeler qu'une foule de données spéciales apprises plus ou moins péniblement tombent d'elles-mêmes de la mémoire. Il faut pourtant se garder de croire que pour cela elles soient perdues. Il poursuit
car la culture intellectuelle qui est résultée de ce travail, la marche que l'esprit a accomplie par ses études demeure, et cela seul a du prix. Former son esprit. Voyez, pour qu'il y ait une création artistique, il faut passer par ce chemin qui a ouvert l'humanité aux plus nobles valeurs, du vrai, du bien, du beau. La culture permet une intériorité. Et cette intériorité, elle assimile ce qui est lu, ce qui est vu, ce qui est entendu. Et dans un monde comme le nôtre, où tout s'accélère, nous vivons beaucoup trop à la surface de nous-mêmes. Or, l'homme a besoin de descendre au plus profond de son être pour découvrir tout son potentiel, pour découvrir tous ses talents qui peuvent être mis d'ailleurs au service de la création. Voyez, je pense qu'il y a un équilibre à trouver ou à retrouver si nous voulons transmettre une culture totale. Donner le sens de la qualité, le sens du génie, éveiller l'admiration pour les valeurs morales, esthétiques, spirituelles, profondes. C'est ainsi qu'on rejoint le cœur, qui n'est pas la sensibilité, mais bien plutôt l'homme intérieur. Ce qui constitue finalement une culture, ce sont ces valeurs spirituelles dans lesquelles elle s'exprime. Revenons au texte. Bernanos oppose deux types de révolutions. La Révolution française de 1789 et les révolutions d'inspiration totalitaire du XXe siècle. Et ce qu'il importe, c'est la liberté. La tradition de la liberté fut la clé de voûte de la Révolution de 1789, qui s'enracine d'ailleurs dans l'Ancien Régime, mais vous savez combien Bernanos était attaché à cet Ancien Régime. L'homme de 1789, par fidélité absolue à l'esprit de fidélité, tenait peu ou prou l'État pour un adversaire. L'homme du XXe siècle attend tout de l'État. Protection, assistance, sécurité. Qu'est-ce qu'on dirait au XXIe siècle? Notre civilisation déclinante, qui repose sur le système capitaliste, a provoqué la naissance et l'essor d'une société qui ne connaît d'autre mobile que le profit. Voilà ce que dénonce Bernanos il y a 80 ans. Lorsqu'une société préfère l'argent à la liberté, il n'est pas étonnant qu'elle engendre des millions d'esclaves. Bernanos rappelle ce mot sanglant de Lénine. La liberté, pour quoi faire? Fascisme, nazisme, marxisme nient la liberté, ou du moins la possibilité quotidienne de s'en servir. Le capitalisme suscite maintes entraves à son épanouissement. Naturellement, il faudrait nuancer son propos, mais c'est vrai que Bernanos condamne tout système économique, tout régime politique, toute idéologie susceptible de détruire la vie intérieure de l'homme de notre temps. Et je pense qu'il faut que nous nous posions, nous, la question aujourd'hui dans notre monde. Que devient notre liberté? Si la France
doit se dresser contre cet univers de robots, c'est parce qu'un monde gagné par la technique est perdu pour la liberté. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que la civilisation contemporaine suscite chez l'homme la volonté de puissance, l'esprit de cupidité. Et donc, ça nous incline à orienter notre vie tout entière vers cette notion de rendement, d'efficience, finalement de profit. Le culte de la vitesse, la volonté de dominer l'espace s'oppose à la vie intérieure parce qu'on privilégie l'action, le divertissement, au détriment de la contemplation. On l'a vu pendant aussi le temps des confinements, pendant la pandémie. Je le cite, la tragédie de l'Europe au XIXe siècle est d'abord sans doute la tragédie de la France, c'est précisément l'inadaptation de l'homme et du rythme de la vie qui ne se mesure plus au battement de son propre cœur, mais à la rotation vertigineuse des turbines, et qui d'ailleurs s'accélère sans cesse. L'homme du XIXe ne s'est pas adapté à la civilisation des machines, et l'homme du XXe, pas davantage. Et j'ajouterais, l'homme du XXIe, pas non plus. Que m'importe le ricanement des imbéciles, ajoute-t-il. J'irai plus loin. Je dirais que cette adaptation me paraît de moins en moins possible. Car les machines, elles ne s'arrêtent pas de tourner. Elles tournent de plus en plus vite. Et l'homme moderne, même au prix des grimaces et de contorsions effroyables, ne réussit plus à garder l'équilibre. Je pense qu'il suffit de regarder le monde dans lequel nous vivons. Et c'est vrai qu'il y a de quoi avoir le vertige. Certes, les jeunes ne sont pas encore trop dépassés, mais les anciens, comme moi, habitués à la plume, à l'angoisse de la feuille blanche, mais on en perd notre latin. Bernanos va encore plus loin. Je répète que ce ne sont pas les machines à tuer qui me font peur. Je vous rappelle qu'il a connu les deux guerres. Aussi longtemps que tueront, brûleront, écorcheront, disséqueront les machines à tuer, nous saurons du moins qu'il y a encore des hommes libres, ou du moins suspects de l'être. La plus redoutable des machines est la machine à bourrer les crânes, à liquéfier les cerveaux. Oui, oui, riez tant que vous voudrez de ma colère, misérable prêtre sans cœur. Tant que vous aurez un bout de tribune pour y menacer de l'enfer l'imbécile qui ne tire pas sa casquette au curé ou qui ne donne pas la quête, vous vous vanterez de tenir en main la conscience. Mais la machine à bourrer les crânes en aura fini depuis longtemps avec le jugement. Et sans jugement, pas de conscience. Vos menaces ne toucheront plus que les tripes, non les âmes. Sacré Bernanos, qui explique comment on formate des esprits. Avouez aujourd'hui que de personnes pensent par les médias, les réseaux sociaux, ils ne pensent plus par eux-mêmes. Le centre de notre être est comme endormi. Je le cite, les âmes. On rougit presque d'écrire aujourd'hui ce mot sacré.
Je ne prétends pas que la machine à bourrer les crânes est capable de débourrer les âmes ou de vider un homme de son âme. Je crois seulement qu'un homme peut très bien garder une âme et ne pas la sentir, n'en être nullement incommodé. Cela se voit, hélas, tous les jours. L'homme n'a de contact avec son âme que par la vie intérieure, et dans la civilisation des machines, la vie intérieure prend peu à peu un caractère anormal. Voyez bien la pointe, il ne s'agit pas de dénoncer toutes ces machines, il s'agit de se poser la question de notre liberté face à ces machines, notre liberté face à la tablette, face à notre téléphone portable. Mais nous sommes devenus complètement accros. Et quand vous achetez quelque chose, eh bien vous avez après de la publicité qui revient parce que vous êtes fichés. De toute façon, on est tous fichés, hein, donc ne vous inquiétez pas. Mais on est complètement formaté. Et Bernanos d'ajouter, dans la lutte plus ou moins sournoise contre la vie intérieure, la civilisation des machines ne s'inspire directement du moins d'aucun plan idéologique. Elle défend son principe essentiel, qui est celui de la primauté de l'action. La liberté d'action ne lui inspire aucune crainte. C'est la liberté de penser qu'elle redoute, parce qu'on pense pour vous. C'est le problème de l'éducation aussi. Naturellement, on ne forme pas des êtres de communion, on forme des êtres de compétition. Quand j'étais supérieur d'un grand collège parisien, je voyais des parents qui, alors que leurs enfants étaient en primaire, à la classe maternelle, qui me demandaient s'il y aurait une place pour leur enfant en classe préparatoire. Mais je leur dis, mais laissez-le vivre. Et s'il ne veut pas faire une classe préparatoire, il ne fera pas une classe préparatoire. Mais déjà, il était programmé pour faire sa classe préparatoire et passer des concours et devenir polytechnicien. Oui, que dirait Bernanos aujourd'hui dans ce monde du numérique? Là encore, ne condamnons pas cette nouvelle culture qui est bien meilleure et bien pire. Comment cette nouvelle culture, voilà la question, comment cette nouvelle culture peut-elle enrichir notre vie intérieure? Et elle peut sûrement. Bernanos de poursuivre. Pour des millions d'imbéciles, l'âme n'est qu'un synonyme vulgaire de la vie subconsciente. Et le subconscient doit rester sous le contrôle du psychiatre. Dans la lutte plus ou moins sournoise contre la vie intérieure, la civilisation des machines ne s'inspire directement du moins d'aucun plan idéologique. Elle défend son principe essentiel, la primauté de l'action. Oui, grâce au net, nous avons accès à une véritable encyclopédie. C'est inouï. Nous avons accès à des données qui peuvent nourrir notre intelligence, naturellement. En revanche, je ne suis pas sûr que celles et ceux qui sont à l'affût des informations sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils prennent le temps de les vérifier? On pense pour eux. Mais qu'appelle-t-on penser? Je pense donc je suis. C'est bien là le propre de l'homme. Et je me souviens, c'est pas si vieux que ça,
lors de l'arrivée d'un robot sur Mars. Un journaliste du 20h ouvre son émission en disant « L'homme est arrivé sur Mars ». Ce journaliste est un de mes anciens élèves. Ça m'a fait un double choc. Mais non, l'homme n'est pas arrivé sur Mars. C'est un robot. Ah certes, génial, le fruit de l'intelligence de l'homme. Mais le robot, il n'a pas d'âme. En tout cas, c'est un bel exemple du remplacement de l'homme par son robot et son intelligence artificielle. Au fond, Bernanos explique que ce qui est en jeu, c'est finalement la notion du salut. Je le cite, « Lorsque l'idée du salut a une signification spirituelle, on peut justifier l'existence des contemplatifs. Mais dès qu'on a fait descendre du ciel sur la terre l'idée du salut, si le salut de l'homme est ici-bas, c'est-à-dire dans la domination chaque jour plus efficiente de toutes les ressources de la planète, alors on dira que la vie contemplative est une fuite ou un refus de ce monde. Nous l'entendons souvent quand on parle des moines, des monias. Elles se sont enfermées, elles ont fui le monde. Dans le journal d'un curé de campagne, Bernanos écrit « Je crois, je suis sûr, que beaucoup d'hommes n'engagent jamais leur être, leur sincérité profonde. Ils vivent à la surface d'eux-mêmes. Combien d'hommes n'auront jamais la moindre idée de l'héroïsme surnaturel, sans quoi il n'est pas de vie intérieure. C'est peut-être cela qui marque aussi notre époque. Nous ne savons plus ce qu'est le surnaturel. On est dans le naturel et on est peut-être même arrivé à naturaliser le surnaturel pour se mettre à la place de Dieu. La question fondamentale, finalement, qui est posée par Bernanos, c'est la question de la foi. Avouons que la foi n'est plus au centre des préoccupations de notre beau pays de France. Il est vrai que pendant la campagne présidentielle, on ne va sûrement pas nous parler de la foi. Mais même durant la pandémie, nos églises étaient ouvertes. Au temps de la peste, on sortait, on allait prier dans les églises pour nous libérer de cette pandémie. Bernanos de poursuivre, imbécile. Vous vous fichez éperdument de la vie intérieure, mais c'est tout de même en elle et par elle que se sont transmises jusqu'à nous des valeurs indispensables sans qui la liberté ne serait qu'un mot. Il faut de nouveau privilégier cette vie intérieure. Sinon, nous perdrons la liberté. Qu'est-ce que la liberté? La source de la liberté, c'est l'orientation de notre être vers ce pourquoi nous avons été créés. Il y a le libre arbitre, le libre choix, mais ça, c'est pas l'essence de la liberté. L'essence de la liberté, c'est d'être orienté vers le bien, vers Dieu, vers le beau, vers la vérité. Voilà ce qu'est la liberté. Eh bien, la passion de la liberté qui éclaire toute l'œuvre de Bernanos n'a rien à voir avec le libéralisme.
l'homme devient véritablement libre en tant que personne dans le risque de la grâce. Il faut risquer la grâce. Bernanos est une âme assoiffée de liberté et de vérité. Mais qu'est-ce que la grâce aujourd'hui pour nos contemporains? Je voudrais bien poser la question, pas à vous naturellement, parce que vous savez tout, mais dans la rue, devant la Samaritaine, qu'est-ce que la grâce? Eh oui, l'homme libre est pleinement responsable de ses actes. On ne peut pas considérer l'homme en dehors de son but divin, surnaturel. Et Bernanos, lui, a magnifié la liberté de la créature humaine. La pointe mystérieuse, grâce à quoi l'homme dépasse le monde et la nature, porte 3 noms chez notre écrivain: liberté, amour, simplicité. Et comme il dit, ceux qui ont tant de mal à comprendre notre foi sont ceux qui ne se font qu'une idée trop imparfaite de l'éminente dignité de l'homme dans la création. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, parce que nous sommes capables d'aimer. Il ajoute, les saints ont le génie de l'amour. La liberté et l'amour ne font qu'un. Alors la France, eh bien la France, elle doit refuser d'entrer dans le paradis des robots, dont les concepts sont l'obéissance, on obéit à notre portable, et l'irresponsabilité, puisque finalement, on accomplit ce qu'on nous demande. Ce monde des robots dépossède l'homme de sa liberté intérieure. Pour Bernanos, je vous l'ai dit, la liberté s'affirme comme une valeur évangélique essentielle, à côté de la justice et de la charité. La liberté, c'est le reflet de la grandeur de Dieu. La liberté rapproche l'homme de Dieu. Mais il est vrai aussi que la liberté est un apprentissage difficile et permanent. Certains vont trouver peut-être Bernanos bien pessimiste. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il peut nous aider aujourd'hui à discerner ce que nous sommes en train de vivre. Le monde, je le cite, ne sera sauvé que par des hommes libres. En parlant ainsi, je reste fidèle à la tradition de l'Europe. Je rends témoignage à la tradition de mon pays, qui ne fut pas seulement au cours des siècles la raison lucide, mais le cœur enflammé de l'Europe. Je suis d'accord avec les hommes du XIIIe siècle, comme avec ceux du XVIIIe siècle, avec Saint Bonaventure comme avec Pascal comme avec Jean-Jacques Rousseau. Le monde ne sera sauvé que par les hommes libres. Il faut faire un monde pour les hommes libres. Achevons alors avec ces mots tirés de Français, si vous saviez. France, la France est toujours une nation. Ces 2 ou 3 nations qui pourraient se prétendre ses rivales, elle est certainement la plus solide, la plus harmonieusement calculée. Les énormes constructions économiques dont la menace pèse sur nous ne sont plus ou ne seront bientôt plus des nations. Vous les redoutez, leur prestige vous accable, et elles ne doivent pourtant leur puissance qu'à la civilisation sur laquelle elles se sont monstrueusement développées, comme un champignon sur une souche pourrie. Français, des millions d'hommes à travers le monde ne croient déjà plus à cette civilisation en attendant de la haïr. Qu'elle soit seulement ébranlée, vous verriez les monstres disparaître rapidement de même, comme ceux d'une époque géologique à son déclin, libérant ainsi la terre. Français, ô Français, si vous saviez ce que le monde attend de vous.